Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce panel qui traite de la statistique officielle et des données massives. Quelle perspective pour l'évaluation des ODD et des politiques publiques? Donc j'ai le plaisir de modérer ce panel qui s'inscrit donc dans le deuxième thème de ce FIF, qui était l'évaluation des ODD à l'épreuve des technologies numériques. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Beaujean. Donc, je vais avoir le plaisir de modérer ce panel. Je suis la vice-présidente de la SOLEP. Je suis également au conseil d'administration du RFE. Et je suis évaluatrice responsable du département renforcement de capacité et évaluation chez Artemis. Je suis ravie de modérer ce panel et d'avoir à mes côtés des panélistes qui viennent d'horizons très variés. Et je suis d'autant plus ravie de modérer ce panel que ce panel traite de deux de mes centres d'intérêt professionnels qui sont la statistique et l'évaluation. Donc je vais commencer par vous présenter les 4 panélistes avec lesquels on a travaillé depuis quelques semaines maintenant pour préparer ce panel. Donc je commencerai par celui qui n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons, il n'a pas pu trouver les financements nécessaires pour nous rejoindre ici à Luxembourg. Donc il s'agit de Christophe Tatsinkou. Donc il est ingénieur en statistique. Il travaille à l'Office statistique du Cameroun, où il est chargé d'études au département de la coordination et de la recherche. Et il est également responsable technique du suivi de la mise en œuvre des ODD. Donc il n'a pas pu être là avec nous, mais il nous a quand même aidé à préparer ce moment. Donc c'est pour ça que c'était important de quand même lui rendre hommage, même s'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Ensuite, à mes côtés, nous avons le docteur Olivier Tunus, qui lui travaille au Statec, donc qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg. Donc il y travaille depuis 2010. Il occupe actuellement les postes de chef d'unité des comptes satellites et de responsable de la coopération internationale. Il a été le président du UNEC Steering Group sur les statistiques et indicateurs relatifs au changement climatique. Et Olivier Tunus est également bio-ingénieur et docteur en sciences environnementales de l'Université de Liège, en Belgique. Et il dispose également d'un master en économie de l'Université de Grenoble, en France. Donc merci beaucoup Olivier et sois le bienvenu. Ensuite, à côté d'Olivier, nous avons Santiago Ruiz. Donc Santiago est statisticien économiste. Il travaille pour la fondation Datapop Alliance. Santiago a une grande expérience dans le traitement et la gestion des systèmes d'information publique et dans l'application de méthodes statistiques. Bon, bienvenue également Santiago et encore un grand merci pour votre contribution à ce panel. Et enfin, Dr Inoussa Traoré. Donc, Inoussa est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kiserbo de Ouagadougou. Il est conseiller spécial du président du FASO, où il est chargé de la transition digitale et de l'économie numérique. Donc, je vous le disais en introduction, donc ce panel concerne la statistique officielle et les données massives ou les big data. Et donc, quelle perspective nous offrent ces deux productions statistiques pour l'évaluation des politiques publiques et des ODD, des objectifs du développement durable. Et il est vrai que le suivi et l'évaluation des politiques publiques et des ODD en particulier sont de grands consommateurs de données de statistiques, en particulier si on regarde les objectifs de développement durable qui sont assortis de 244 indicateurs. Donc c'est dire la quantité d'informations qui est nécessaire pour suivre et évaluer la réalisation des objectifs de développement durable. Donc avec ce panel, le choix que nous avons fait avec les panélistes, c'est de vous proposer un regard croisé entre producteurs et utilisateurs de données, de voir dans quelle mesure les besoins des utilisateurs trouvent réponse dans la production statistique. Donc voilà, premier regard croisé entre producteurs et utilisateurs. Et deuxième regard croisé, c'est entre producteurs de statistiques. Vous verrez qu'on a un producteur de statistiques officiel, issu d'un office statistique national, d'un institut national de la statistique, et puis un producteur de statistiques qui utilise, lui, les données massives, les big data, pour justement calculer certains indicateurs liés aux ODD. Donc le format de cette table ronde,
Donc on a un petit peu, on est un peu victime du retard du panel précédent, donc on va quand même essayer de ne pas trop déborder sur le temps. Mais l'idée, c'est de laisser un peu plus de 10 minutes à nos 3 panélistes pour faire une première présentation. Ensuite, on aura une table ronde au cours de laquelle je leur adresserai quelques questions pour qu'ils puissent approfondir leurs propos et répondre à la question qui était posée par ce panel. Et ensuite, on vous donnera la parole pour adresser à nos 3 panélistes toutes les questions que vous souhaiterez. Donc, on va commencer avec la présentation de Olivier. Je te donne la télécommande. Merci Sandrine. Voilà, pour mon exposé, je vais essayer de vous partager l'expérience du Luxembourg dans la sélection d'une liste d'indicateurs de développement durable, mais une liste nationale. Et je l'ai tournée de manière à mettre en avant les bonnes pratiques qu'on a implémentées lors de cet exercice. Alors, dans cet exercice de sélection des indicateurs de développement durable, j'ai structuré mon exposé en différentes phases et j'ai voulu mettre en premier une phase importante qui est de tout d'abord, il nous a fallu mettre en place l'idée d'un projet de sélection d'une liste d'indicateurs de développement durable nationaux. On aurait pu, au Luxembourg, se satisfaire de prendre les indicateurs internationaux préparés par les Nations Unies et en faire juste le rapportage. Ici, il a émané le besoin de caractériser mieux les indicateurs face effectivement aux caractéristiques du pays. Là, on a eu besoin, en fait, avant de se lancer vraiment dans les opérations de développement des indicateurs, d'avoir un soutien du politique. Donc, c'est vraiment une démarche qui a été validée par le gouvernement pour qu'in fine, la sélection des indicateurs ait un sens et qu'elle soit utilisée dans l'évaluation des politiques publiques. Sans ça, ça reste un exercice certes intéressant de recherche, mais qui n'a pas beaucoup de vocation pour les décideurs. Dans la phase de conception, on a aussi une deuxième idée qui nous semble une bonne pratique, c'est que toutes ces opérations ont été réalisées par un comité scientifique composé d'universités, d'observatoires et de l'Institut national statistique. Et donc, on a exclu de facto toute personne provenant d'une administration ou d'un ministère. Parce qu'on a voulu faire une sélection qui soit indépendante du politique. On ne voulait pas que dans le processus de sélection, il y ait une sorte d'influence de certaines administrations qui auraient promu la sélection de certains indicateurs parce qu'ils étaient favorables à leur ministère ou au Luxembourg. Donc une fois qu'on a bien acté ce principe-là, on est parti donc dans une phase de développement. On a travaillé par étapes. On a d'abord, sur base des 17 objectifs de développement durable, sélectionné les cibles pertinentes pour le Luxembourg. Donc ça, c'était une proposition du comité scientifique. Et ensuite, ces cibles ont été présentées et validées par le comité interministériel du développement durable. Donc là, on a la sélection des cibles. On a vraiment voulu que ce soit validé par cette commission qui est composée de représentants des administrations et des ministères pour être sûr que la proposition d'indicateurs, de liste d'indicateurs qu'on allait faire, allait être utilisée par ces administrations et ces ministères pour évaluer leur politique publique. Donc on était d'accord sur la cible, ce qu'il fallait, ou les cibles, ce qu'il fallait suivre. Ensuite, on est passé dans une phase 3 où on a fait la sélection des indicateurs de suivi pour chacune des cibles. Donc là, sur base de différents critères, donc, notamment le critère de pertinence, est-ce que l'indicateur répond au suivi correct de cette cible, est-ce qu'il est représentatif? On a fait aussi, on a intégré des critères méthodologiques, est-ce que ce sont des méthodologies reconnues et harmonisées internationalement pour cet indicateur. À mentionner qu'on n'a pas utilisé le critère de est-ce que la donnée est disponible, parce qu'on voulait garder un éventail d'indicateurs assez souple
pour aussi inciter par la suite des développements au niveau des producteurs de statistiques et se dire, tiens, il faut lancer une collecte, peut-être via les données massives, pour compléter, calculer, compiler certains indicateurs et qui pourraient alors suivre correctement certaines cibles. Donc, comme je l'ai dit, ces indicateurs ont été présentés au comité interministériel, mais on n'a pas demandé d'adoption ni de validation de ces indicateurs. On a établi un rapport, on a produit ces indicateurs, et ensuite, la dernière phase qui, pour moi, constitue également une bonne pratique, c'est qu'on a besoin de donner la responsabilité du suivi de ces indicateurs, donc aussi bien sur la compilation de ces indicateurs annuellement et également de l'évaluation de ces indicateurs. Et là, on est sorti en fait de la phase du projet pilote et cette responsabilité a été donnée à l'Institut statistique, donc qui est un institut indépendant, pour réaliser une évaluation, donc les évaluations annuelles, mais également pour réaliser la veille sur la disponibilité des nouveaux indicateurs, donc la disponibilité de nouvelles données ou de nouvelles techniques numériques qui permettraient de calculer les indicateurs qui ont été sélectionnés mais qui n'étaient pas encore calculés jusque-là. Alors, bonne pratique maintenant en termes de diffusion, ça rejoint un peu le panel précédent. On a essayé d'utiliser une grande variété d'outils numériques pour diffuser les résultats. Donc on a bien sûr pensé aux publications papier qui ont été données aux différents ministres, mais également qui sont disponibles lors de conférences, par exemple. Toutes les statistiques sont également, vous le voyez en bas à gauche sur l'image, téléchargeables directement à partir d'un fichier Excel qui reprend vraiment toutes ces statistiques. Alors on n'en a pas 244 au Luxembourg, on s'est limité à 110 indicateurs, c'est déjà pas mal. Mais au-delà d'une utilisation quelque peu manuelle, je dirais, à partir de fichiers Excel, on a voulu également poser toutes ces données sur un site qui s'appelle data.public.lu, qui est notre open data national, où les données peuvent être extraites automatiquement à partir de robots via Internet pour être intégrées dans d'autres bases de données internationales. On a également essayé de faire la promotion de ces indicateurs en développant un site Internet interactif, donc sur statistique.lu, qui est le portail statistique du Luxembourg. On retrouve facilement un onglet sur les objectifs de développement durable et si vous cliquez sur une des cases, vous arrivez sur la droite à une page par objectif où on a essayé de créer des infographies, on a créé des graphiques. Si vous passez avec la souris, vous avez les valeurs qui s'apparaissent et d'autres informations. Vous pouvez aussi modifier dans différents onglets la granularité des informations qui sont fournies. Vous voyez qu'il est possible de télécharger également chacune des données et ce site a été optimisé en tant qu'outil pour pouvoir avoir une mise à jour relativement facilement, à savoir trimestriellement. Mais au-delà de juste produire les chiffres, parce que c'est un peu la limite, je vais dire, des statistiques officielles et du statisticien, souvent dû à trop grande charge de travail, s'arrête à juste produire les chiffres et considère que son travail est fini. Ou peut-être qu'il ne le considère pas, mais il n'a pas le moyen de faire plus. Ici, on a vraiment essayé d'aller au-delà des chiffres et donc on a fait des travaux sur l'évaluation des séries d'indicateurs de développement durable. Donc on a développé des méthodologies d'évaluation du progrès. C'est surtout sur cet axe-là qu'on a travaillé, sur le progrès à court terme et le progrès à long terme. Et on a notamment développé, par exemple, une évaluation globale par graphique type radar. Donc voilà, on a utilisé une méthode statistique pour un peu linéariser les progrès accomplis pour chaque indicateur, qui nous a donné des scores. On a calculé la moyenne arithmétique de chaque score dans l'ODD et on
on a mis des seuils de moins 5 à 5 pour l'établissement des scores, et ça permet de faire ce graphique-ci, qui est facilement compréhensible par l'utilisateur, à savoir que si pour l'ODD vous dépassez la ligne orange, ça veut dire que vous faites des progrès pour cet objectif de développement durable. Si vous êtes en dessous de la ligne orange, c'est que vous régressez. Et donc là, ça permet, quand vous discutez avec un ministre qui voit clairement pour le Luxembourg que pour l'ODD 9, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, opération sur l'évaluation. Et un dernier élément que je voudrais apporter au débat, c'est que je pense qu'on a aussi l'obligation d'aller plus loin, au-delà de compiler les chiffres, de vérifier leur qualité, leur pertinence, au-delà de faire une évaluation, il faut, je pense, créer du narratif. Créer du narratif pour analyser les chiffres, c'est tout simplement ça. En tant que statisticien, en statistique officielle, on a aussi cette mission-là, je pense, d'expliquer nos chiffres. Donc ici, c'est une autre publication que j'ai voulu mettre en avant, qui est sortie il y a 15 jours, l'environnement en chiffres, où on a travaillé par questions. Et la première question, c'est est-ce que le climat change au Luxembourg? Et on a bien sûr des séries de températures, on a voulu analyser les séries de températures, mais si par exemple vous regardez l'évolution interannuelle des températures pour le Luxembourg, les différences sont tellement minimes que ça tombe sous l'incertitude de l'observation. Donc statistiquement, en changement d'une année à l'autre, vous ne pouvez rien conclure. Mais par contre, si vous calculez la moyenne sur la période 1960 à 1990 et vous la comparez à la période de 1990 à 2020, vous obtenez le graphique que vous voyez sur l'écran. Et là, on voit qu'entre ces deux périodes, il y a une augmentation moyenne de 0,9 degrés centigrades. Donc, il y a bien un réchauffement de la température pour le Luxembourg. Et là, ça m'amène un peu au débat sur l'utilité des données massives. Donc les données massives sont disponibles, les données massives, on peut les traiter de manière automatique, mais pour l'instant, on ne peut pas encore les analyser de manière automatique, à savoir quelle est réellement la pertinence de la donnée, quel est l'indicateur qu'il faut prendre et comment il faut l'analyser pour pouvoir répondre à notre question. Là, on a encore besoin, je pense, du statisticien, mais on en reviendra dans les débats. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Pile poil dans les temps. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous les pratiques du Luxembourg, à la fois sur l'identification des indicateurs et donc tout le processus de dialogue qu'il y a avec les utilisateurs de ces indicateurs, également sur la façon dont le Luxembourg diffuse et le Statec diffuse et analyse, en tout cas propose un premier niveau d'analyse de ces indicateurs. Merci beaucoup. Donc, il suffit de t'appuyer encore une fois. Et donc là maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Santiago Ruiz, qui va lui nous parler des outils numériques pour la collecte et l'analyse des données dans le suivi et l'évaluation des ODD. Merci. Merci à toi, Sandrine. Bonjour à tous. Merci au FIF et aux organisateurs et organisatrices de cet événement pour cette invitation. Donc, je voudrais vous partager aujourd'hui un de nos travaux qu'on fait en ce moment au Maroc, où on accompagne les ministères des Finances et les PNUD dans une espèce d'exploration pour voir dans quelle mesure on peut intégrer des types de données non traditionnelles ou, si vous voulez, big data dans les suivis de certains indicateurs d'ODD. Donc, c'est exactement ça, l'exploitation de ces données qui sont non traditionnelles donc pour le calcul de ces indicateurs statistiques. Donc, je présente un peu notre fondation. Nous, on travaille surtout, on essaie d'aider les pays dans cette transition numérique. On accompagne la Colombie, le Sénégal et la Mauritanie dans la création de leur stratégie des données. Et on travaille actuellement donc, pour le gouvernement du Maroc.
Donc, dans cet accompagnement, on a voulu commencer pour faire, comme disait Olivier, c'est important de faire une espèce de correspondance entre les besoins du pays et donc les besoins des statistiques. Et donc, pour ce faire, on a commencé pour faire une recherche de littérature en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle et voir dans quelle mesure les ODD utilisaient des données qu'on peut considérer comme non traditionnelles. Donc, on a choisi 6 catégories différentes. Donc, données d'observation de la Terre, comme on l'a vu dans les panels antérieurs, on parle principalement des images satellites, mais il y a aussi également d'autres sources de données telles que les données de téléphonie mobile. Là, on parle des Call Digital Records. Donc, quand vous faites un appel, il y a vos coordonnées GPS qui sont enregistrées. Ces données sont sauvegardées par les compagnies des télécommunications. Elles peuvent être exploitées. D'ailleurs, on travaille là, avec les Sénégal dans un projet qu'on appelle OPAL, Open Algorithms. L'idée, c'est en fait de mettre en place l'algorithme dans la compagnie, qu'il fasse les calculs statistiques et qu'il nous fournisse la donnée statistique déjà calculée. C'est qui, donc, c'est Ingan en termes de confidentialité des données. Il y a aussi les données des capteurs, donc des drones, ces sortes de données. Il y a aussi les web scraping, donc tout ce que vous pouvez trouver sur les web. Il y a aussi les requêtes effectuées sur des moteurs de recherche. Donc quand vous cherchez un truc sur Google, un mot, donc il y a cette historique qui est enregistrée et qui peut être potentiellement exploitée. Donc ce qui est intéressant et qui ressort directement, c'est qu'il il n'est pas possible pour tous les ODD de trouver des données non traditionnelles qui puissent être exploitées, notamment pour le ODD 4 et le DD5. Nous n'avons pas trouvé en tout cas des méthodologies qu'on pouvait mettre en place. Et par exemple, pour les ODD 4, ça a à voir notamment avec les faits, qui, comme c'est un indicateur ou un objectif qui est très important pour les gouvernements, donc en termes d'éducation, il y a déjà beaucoup qui est fait en termes de statistiques officielles avec les registres, et donc il n'y a pas une besoin réel. Donc dans ces démarches, donc de faire la correspondance entre les défis du pays et la besoin en termes des indicateurs statistiques, on a remarqué que, comme la plupart des pays d'Afrique, le Maroc, il a des problèmes de stress hydrique. Et donc, à guise d'exemple, je vous montre l'image du barrage d'Al Masira. L'image là-haut, c'est en 1984 et l'image en bas, c'est 2020. Donc, c'est presque épouvantable et effroyable de voir cette différence des volumes et des surfaces d'eau. Donc, on a voulu mettre en place des méthodes pour 3 indicateurs. Pour 3 objectifs liés à 3 indicateurs. Donc, je vais concentrer surtout dans l'indicateur 4,41, donc la proportion des jeunes et d'adultes possédant des compétences en technologie de l'information et de la communication, par type des compétences définies comme le pourcentage d'individus qui ont entrepris certaines activités liées au TIC. Donc, c'est la définition qui a mis en place les Nations Unies. Et il existe une méthodologie qui a été donc partagée par les Nations Unies. On a aussi travaillé, donc, comme je disais, au niveau des stress hydriques. C'est des travaux qui s'approchent beaucoup aux présentations qu'on a vues ce matin. En fait, il est possible d'exploiter certaines images satellites et donc certains indices qui sont produits à partir des images satellites. Ce matin, on a vu des exemples sur l'indice NDVI qui mesure la surface végétale, mais il existe d'autres indicateurs tels que les NDWI qui vous permettent de façon approximative, bien sûr, d'avoir donc une idée de la surface d'eau et de sa variabilité au cours de l'année ou au cours des ans. Bien sûr, il y a des limitations. Il y a des images qui ne sont pas exploitables parce qu'il y a des nuages qui existent. Et donc, on a mis en place cette application dans une première couche. Donc, on a voulu mettre en place ces NDVI qui, de façon approximative, essayent de mesurer les stress hydriques. Et je pense que là, on rentre dans une question importante, qui est en fait, comme les méthodologies elles sont proposées dans un premier temps, elles ne prennent pas en compte les capacités et les ressources des pays pour mettre en place ou calculer ces indicateurs statistiques. Donc, ce qui est le cas au Maroc pour le stress hydrique. Donc, le Haut Commissariat au Plan, qui c'est l'institution en charge de faire ce calcul, n'a pas les ressources, en sachant qu'il y a
244 indicateurs statistiques à calculer, donc c'est énorme. Comment venir à combler cette manque de ressources avec des sources de données qui sont déjà existantes et comment les exploiter. Donc c'est ce qu'on a voulu explorer. Et on se retrouve face au fait que c'est presque impossible d'essayer de recréer les mêmes méthodologies qui existent parce qu'elles sont pas tout simplement été pensées pour exploiter les données satellites, par exemple. Et donc là, on fait face à ces difficultés. Mais on essaye, avec cette exploration, de proposer d'autres méthodologies qui peuvent être très complémentaires et qui, si bien ne correspondent pas exactement au pied de la lettre à ce qui a été défini comme méthodologie par les Nations Unies, peuvent servir pour donner une idée de la problématique. Donc, dans les cas de stress hydrique, comme la méthodologie propose, donc il y a les deux sources de données qui s'ajoutent du côté de la demande et du côté de l'offre. Dans ces cas-là, donc c'est évidemment pas possible, mais ça vous permet quand même d'avoir une idée. Donc on parle des proxys, je pense que c'est un terme qui est très important, et dans le sens où quand on utilise des données massives, big data, on pourra s'approcher. L'idée, c'est de s'approcher le plus qu'on puisse à cette méthodologie idéale, mais en sachant qu'on sait a priori que ce n'est pas possible. Par rapport à l'indicateur, 4.4.1, en fait, la méthodologie qui est proposée par les Nations Unies, c'est une enquête qui comprend 7 questions. Je les ai mis là. En fait, c'est une auto-évaluation. Donc, on va envoyer un enquêteur sur place chez vous, et il va vous poser cette question. Et donc, vous-même, vous allez évaluer dans quelle mesure, par exemple, vous êtes capable d'installer des nouveaux périphériques dans votre ordinateur ou dans votre smartphone, etc. Donc, on connaît tous, je crois, qui mettre en place une enquête sur le terrain, ça implique des coûts. Il faut embaucher des enquêteurs, des coordinateurs, etc. Comment on peut exploiter ce qui existe déjà en place pour faire cette collecte de données. Et donc là, on a eu l'idée, aussi basée sur la littérature, de mettre en place une enquête qui utilise un échantillon de Facebook, donc un réseau social, pour mettre en place ce type d'enquête. Et donc là, je vais utiliser une citation. Tous les chercheurs qui choisissent cette méthode de collecte des données ou enquêtes doivent confronter l'arbitrage entre les coûts et les risques, biais et hypothèses et statistiques qui entraînent les enquêtes téléphoniques ou en ligne, mais également en personne. Donc ça, c'est pour dire que même si vous faites une enquête sur le terrain, il y aura des biais parce que tout simplement l'heure à laquelle les enquêteurs vont passer au foyer, ça va faire en sorte que vous savez entraîner un biais de sélection. Donc, si on sait a priori qu'il y a des biais de sélection, pourquoi pas on les incorporer directement dans la méthodologie? Et c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, on sait que si on fait une enquête sur un échantillon des gens qui sont des utilisateurs de Facebook, ils vont avoir tendance à avoir des compétences TIC qui sont plus élevées que la moyenne. Parce que si vous savez un compte Facebook, c'est parce que vous savez aussi probablement vous vous sentez à l'aise avec les numériques. Donc c'est-à-dire que déjà, si vous mettez en place l'enquête sur Facebook, il y aura un biais de sélection, tout simplement parce que vous n'allez pas cibler toute la population. Et donc de ce fait, on a repensé donc l'indicateur statistique. Donc on va pas pouvoir avoir quelque chose qui est représentatif de la population, mais on pourra s'approcher en essayant de calculer quelque chose comme un seuil. Donc on met en place cette enquête, on dit OK. On ne sait pas dans quelle mesure cette enquête est représentative de la population, mais on sait qu'au maximum, puisqu'on travaille avec un échantillon des personnes qui ont une tendance à avoir plus de compétences numériques, au maximum, cet indicateur peut avoir cette valeur-ci. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Il y a des difficultés qui sont liées au fait que c'est une approche pilote. Donc, c'est-à-dire, là, je vous partage l'annonce qu'on a mise sur Facebook pour essayer d'avoir les réponses. Et donc, même malgré le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui cliquaient sur l'annonce, les taux de réponse, il était toujours très bas.
on a fait quelques réflexions. En fait, c'est lié au fait qu'il y a certaines images qui attirent plus les gens que d'autres. Donc c'est un peu artisanal dans ce sens-là, où il faut chercher comment donc augmenter cette réponse en essayant de changer l'annonce. Ok, donc quelles sont les prochaines étapes un peu pour conclure? Ok, donc je pense que c'est ce qui peut sortir de ce type de pilote et d'exploration, c'est qu'on peut repenser les méthodologies pour mieux s'approcher ou correspondre avec les données qui existent actuellement. Donc pourquoi mettre en place une enquête et donc entraîner les coûts qui s'entraînent pour des pays comme le Maroc qui ont déjà des ressources qui sont très limitées, alors qu'il existe des données qui existent déjà et qu'on peut potentiellement exploiter. Donc ça, c'est une réflexion, je pense que je l'ai partagée avec vous, mais c'est donc repenser ces méthodologies-là pour qu'ils soient plus flexibles, dans le sens où ils nous permettent d'aller au-delà des limitations financières ou techniques. Donc ça va un peu avec les deuxièmes points. Et donc il y a un troisième point qui c'est super important, c'est en fait que c'est les données massives et les données traditionnelles, si vous les voulez bien, donc les données des enquêtes ou les données des registres, doivent être complétées avec les données massives et donc les données que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est plutôt une approche qui est complémentaire plutôt qu'exclusif. Donc c'est des sources de données qu'il faut faire travailler ensemble. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci beaucoup Santiago. Donc avec la présentation de Santiago, on a ce premier regard croisé qui est complété entre deux types de producteurs. Un producteur de statistiques officielles et un producteur de statistiques, pour reprendre tes mots Santiago, non traditionnels. Donc ça c'était pour le premier regard croisé qu'on voulait vous proposer. On va compléter ce regard croisé avec une présentation du docteur Inoussa Traoré qui va lui nous parler sous l'angle d'un utilisateur de ces données et je vous passe tout de suite la parole, Inoussa. Merci beaucoup. Okay, merci Sandrine, bonjour à tous. Merci au FIF de m'avoir invité à ce panel. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous quelques réflexions et, du point de vue, comme elle l'a dit, d'un utilisateur, parce que sur la base en fait d'un certain nombre d'expériences professionnelles, et nous sommes en train de mener aujourd'hui un certain nombre de réflexions, parce que en tant qu'enseignants-chercheurs, au sein de notre laboratoire, nous avions justement l'habitude de réaliser quelques évaluations de projets et quelquefois nous avons aussi travaillé sur des évaluations d'impact avec tout ce qu'il y a comme techniques statistiques de randomisation, analyse contrefactuelle, etc. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler en fait dans l'implémentation des projets et programmes en dirigeant l'Agence nationale de développement du numérique au Burkina, où nous étions à un niveau plus opérationnel pour la conduite des projets et programmes sur le terrain. Et on a pu effectivement avoir un certain nombre de feedbacks en termes d'insuffisance dans l'efficacité ou souvent dans l'efficience de certains de ces projets, mais aussi en termes de production d'informations et de données. Aujourd'hui, je suis en fait à un niveau où nous sommes plus dans la question de formulation des politiques publiques, donc en tant que conseiller à la présidence du FASO. Et aujourd'hui, en fait, l'analyse que je veux proposer, c'est que je vois qu'en fait, nous utilisons beaucoup l'approche des projets et programmes dans nos pays. Donc, beaucoup de problèmes, on essaie de les résoudre en mettant en œuvre des projets qui sont implémentés. Et le constat, c'est que ces projets reposent très souvent sur des hypothèses assez fortes du fait qu'on n'a pas en fait suffisamment de preuves rigoureuses et suffisamment documentées. Donc, on
on part souvent sur des hypothèses et on dit, OK, si on mène telle ou telle action, on pense que ça va apporter tel ou tel changement. Voilà. Mais on se rend compte que ça fait plusieurs décennies, justement, qu'on met en œuvre de telles initiatives de projets et programmes, mais les changements ne sont pas toujours au rendez-vous dans plusieurs de ces domaines-là. L'idée, c'est que peut-être ce qui manque aussi, c'est justement la capacité, ou en tout cas l'habilité qu'on pourrait avoir, en fait, à mieux affiner, à mieux formuler l'ensemble de ces politiques à tous les niveaux du cycle de vie des projets. Donc, aussi bien au niveau de la formulation que dans l'étape de l'implémentation et de la mise en œuvre. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une forme d'évaluation dynamique? C'est-à-dire que utiliser les technologies de données massives pour pouvoir, en fait, mieux formuler les projets et pouvoir, en fait, les évaluer de façon dynamique à tout moment et pouvoir apporter éventuellement des correctifs sur la base de preuves concrètes qui nous sont fournies justement à travers l'exploitation de ces outils-là. Donc, ça, c'est vraiment la réflexion. Donc, l'essor digital, notamment, les technologies comme le big data et l'intelligence artificielle, nous offrent aujourd'hui ces perspectives-là pour mieux affiner et mieux préciser les politiques publiques en termes de pertinence et en termes d'efficacité, mais surtout en termes d'efficience. Donc, plus spécifiquement pour nos pays, moi je viens du Burkina Faso, qui est un pays en développement avec beaucoup de défis en termes de transformation de nos économies. Et nous avons donc un grand nombre d'interventions en termes de projets. Nous pensons qu'aujourd'hui, les outils comme l'intelligence artificielle pourraient améliorer significativement la pertinence et l'efficacité des différentes politiques publiques que nous implémentons. Donc, il y a des recherches qui ont été menées sur cette question, et à Valcruz et Sandoval qui disaient que, en fait, justement, l'intelligence artificielle peut générer des scénarios pour chaque étape du cycle des politiques publiques en temps réel, comme je le disais, une sorte d'évaluation dynamique. Donc, chacune des étapes pourrait devenir pratiquement instantanée. Donc, l'établissement de l'ordre du jour pourrait avoir lieu en même temps que l'évaluation de ces politiques, la formulation, la prise de décision pourrait avoir lieu presque en même temps. Et avec justement la possibilité et tout ce que nous avons comme potentiel, ce que disait tout à l'heure Santiago, avec la quantité d'informations, que ce soit des informations, des images, que ce soit des audios. Par exemple, au Burkina, nous avons beaucoup l'utilisation des radios communautaires. C'est des radios où nous avons régulièrement des interactions entre les citoyens et qui réagissent de façon régulière sur leurs feedbacks, leurs ressentiments, leurs observations par rapport aux politiques publiques, par rapport aux projets, par rapport à tout ce qui concerne justement la vie de la nation. Donc, c'est une quantité importante d'informations qui sont régulièrement générées et qui, à mon avis, avec aujourd'hui les méthodes de l'apprentissage automatique, pourraient permettre justement, au fur et à mesure, de pouvoir corriger et adapter tout ce que nous avons comme initiative, tout ce que nous avons comme projet qui sont mis en œuvre, afin justement de nous assurer que nous ne gaspillons pas les ressources et que nous mettons en œuvre des actions qui contribuent régulièrement au bien-être des populations. Donc, à mon avis, ça c'est aujourd'hui quelque chose de fondamentalement important pour nos pays, dans un contexte où nous avons des ressources qui ne sont pas toujours abondantes et nous avons l'obligation d'une utilisation efficiente de ces ressources publiques-là. Donc, je vais terminer en prenant l'exemple sur 4 domaines dans lesquels je vois des perspectives intéressantes parce que nous avons une grande quantité de données et d'informations pour le cas du Burkina Faso. Nous avons une préoccupation que nous constatons chaque année, c'est la question de l'emploi des jeunes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre, financés à des centaines de millions d'euros pour
justement soutenir l'entrepreneuriat, soutenir l'emploi des jeunes, etc. Mais le constat, c'est que beaucoup de ces projets n'arrivent pas à régler la problématique parce que, comme je le disais, beaucoup de ces projets reposent sur des hypothèses fortes qui ne sont pas en fait axées sur des preuves bien documentées. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, justement, si on a une bonne collaboration entre l'Institut national de la statistique et la démographie du Burkina, le milieu universitaire, les anciens chercheurs, les différents laboratoires qui travaillent justement sur ces questions, et justement les administrations publiques qui implémentent les projets, mais qui produisent les données, et que nous avons une bonne politique d'open data qui permet justement, dans une approche interdisciplinaire, de pouvoir justement exploiter toutes ces informations. On pourrait mieux adresser cette problématique et voir en fait concrètement comment ces questions peuvent être adressées. C'est la même chose pour tout ce qui est projet de digitalisation en termes d'impact. Également, nous avons beaucoup d'interventions en matière de projets et programmes pour renforcer la résilience face au changement climatique. Donc, il y a beaucoup d'interventions. Et là également, il y a un potentiel énorme, justement, d'exploiter le big data pour mieux affiner ces interventions-là et atteindre l'objectif, justement, d'une meilleure résilience des populations. Et enfin, un autre domaine où il y a une sorte de cafouillage, de cacophonie. À cause de la situation humanitaire, nous avons une foultitude d'interventions d'acteurs, d'ONG qui interviennent avec des méthodes plus ou moins contestées par moments par les pouvoirs publics parce que, justement, on n'a pas suffisamment d'éléments factuels, d'éléments documentés qui puissent montrer, justement, la pertinence ou l'impact de l'une ou l'autre approche. C'est le cas, par exemple, des cash transferts qu'on mène au Burkina Faso dans les camps de déplacés internes où certaines ONG viennent pour justement aider les populations avec des services de cash. Et récemment, le gouvernement a trouvé que c'était des projets qui n'étaient pas pertinents et qui avaient des effets pervers. Il y a un débat qui est mené, mais justement, c'est parce que dans tout ça, en fait, ça manque un peu de science. Et moi, ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on devrait justement pouvoir avoir ce tandem entre les statisticiens qui produisent les données officielles, mais également avec les praticiens des politiques publiques et ceux qui font la formulation de ces politiques publiques. Et si on a une bonne utilisation des données massives du big data, ça pourrait permettre de mieux affiner toutes ces interventions-là et avoir plus d'impact. Donc, voilà quelques réflexions que je voulais partager à l'aune de quelques expériences que nous avons réalisées au Burkina Faso. Merci bien. Merci beaucoup Inoussa. Bravo aux trois panélistes pour ces trois présentations très riches qui, j'espère, vous ont permis d'avoir ce regard croisé qu'on a essayé de mettre en place dans ce panel, donc regard croisé entre producteurs de statistiques et utilisateurs et producteurs. Donc comme je vous l'ai dit au début, le format de cet atelier, donc après les présentations, on a prévu une petite table ronde où je vais adresser aux trois panélistes des questions qui vont nous permettre justement de répondre à la question qui était adressée par ce panel. Quelle perspective pour l'évaluation, le suivi et l'évaluation des ODD avec statistiques officielles et données massives. Donc je vais adresser ma première question et ensuite vous aurez suffisamment de temps pour adresser vos questions aux trois panélistes. Donc je vais adresser ma première question à Olivier en lui demandant, selon lui, quel est l'avenir de la statistique officielle avec l'émergence maintenant de ces sources de données non traditionnelles et quel sera le métier de statisticien de demain. Donc, Olivier. Ça, c'est une grande question. En 5 minutes. En 5 minutes, ok. Je pense que le métier de statisticien va évoluer, effectivement. Il ne va certainement pas disparaître. Peut-être que les expertises vont changer, c'est-à-dire que
comme vous l'appelez, la statistique traditionnelle. Bon, j'aime peut-être pas très bien ce mot parce que ça donne un sentiment de dualité, qu'il y avait le traditionnel et maintenant il y a autre chose. Et je pense que les données massives, in fine, vont intégrer la statistique traditionnelle officielle. Mais donc le statisticien va certainement devoir faire évoluer ses expertises. Donc avant, le statisticien avait une expertise dans la réalisation d'enquêtes, établissement de plans d'échantillonnage, traitement d'imputation et ce genre d'activités. Certainement que ce type d'activités vont se réduire et avec l'utilisation des données massives, le statisticien va devoir développer aussi de nouvelles expertises et c'est pourquoi c'est un challenge pour lui également dans l'évaluation de la pertinence des données, car c'est pas parce qu'on a une donnée, même qu'elle soit massive, qu'on peut l'utiliser sans vérifier quelle est la représentativité. Lors du panel précédent, on a posé cette question, notamment si on utilise uniquement les données de téléphone mobile, eh bien on écarte bien sûr toutes les populations qui n'ont pas de téléphone mobile. Et donc là, quel est l'indicateur qu'on va ressortir au niveau de la représentativité de l'information? Au niveau de la statistique officielle, maintenant pour cette partie-là, comme je l'ai dit, je pense que les données massives vont vraiment intégrer la statistique officielle, mais que le statisticien va devoir faire un choix et sur quelles données massives utiliser. Et là, j'aimerais bien donner un contre-exemple de ce que Santiago a présenté, parce qu'on avait peut-être un peu le sentiment qu'avec les données massives, on ne va pas savoir répliquer les indicateurs actuels, on donne une information complémentaire. Eh bien, on a des exemples où c'est l'inverse. Et on a le cas au Luxembourg, où actuellement, pour connaître les informations sur les consommations d'électricité et de gaz naturel des ménages, on fait une enquête traditionnelle avec des enquêteurs qui vont sur le terrain et qui demandent les consommations et les dépenses à ce sujet-là. Le problème de cette enquête, c'est, comme on l'a mentionné, il y a tous les problèmes du taux de réponse, de comment imputer la non-réponse, le biais quand l'enquêteur vient, etc. Et surtout que les données sont disponibles 6 mois après l'année d'enquête. Eh bien, au Luxembourg, depuis quelques années, on installe maintenant des smart meters, donc des compteurs intelligents dans tous les bâtiments. Et à partir de la fin de cette année, l'Institut statistique va avoir accès à l'ensemble de ces données de compteurs à un niveau, à un pas de temps horaire. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, d'une part, on n'a plus le biais d'échantillonnage parce qu'on a la donnée qui est totalement exhaustive. Toutes les habitations et tous les bâtiments du Luxembourg ont un compteur intelligent. On a la donnée immédiatement. Tous les quarts d'heure, on peut faire des statistiques. Donc, on parlait d'évaluation dynamique en temps réel. Eh bien, les politiques énergétiques ici au Luxembourg vont pouvoir réellement voir directement l'impact en temps réel sur les consommations des ménages et des bâtiments. Et d'un autre côté, ça permet aussi d'apporter une information supplémentaire puisqu'on va aller à un niveau plus désagrégé. On va pouvoir, par exemple, étudier des saisonnalités sur l'année, sur le mois, sur le jour. Donc là, c'est pourquoi je suis vraiment confiant que les données massives vont intégrer le domaine de la statistique officielle, mais il faut choisir quelles données on fait. Merci beaucoup, Olivier. C'est une parfaite transition pour la question que je voulais adresser à Santiago. Justement, je voulais savoir comment on peut réfléchir justement à mieux combiner ces deux types de production statistique et renforcer ainsi la qualité et la disponibilité des données à utiliser. C'est aussi une très grande question. Mais je pense que je rejoins les propos d'Olivier dans le sens où
Il existe déjà, par exemple, les Nations Unies, ils sont une équipe qui est focalisée sur les big data. Ils proposent des méthodologies qui répliquent exactement donc, les calculs d'indicateurs en utilisant des images satellites, etc. Donc, je vois cette transition qui s'est fait graduellement vers l'incorporation de ces sources de données. Et donc, dans cette espèce de processus qui est en train d'avoir place, je pense que c'est super important d'involucrer ou de faire partie les acteurs qui sont concernés par ces indicateurs. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans l'application qu'on a fait pour les stress hydriques, on travaille avec les agences des bassins hydrauliques au Maroc, il y a un ACES. Et en fait, l'idée, c'est que dans un deuxième temps, on puisse intégrer les données qui sont collectées au niveau des barrages. En fait, ils suivent la surface d'eau de façon régulière, hebdomadaire, et d'intégrer ces données dans l'application, ainsi que d'autres données qui sont produites par les ministères des Finances, telles que la consommation d'eau par l'industrie. Et donc, l'idée, c'est que dans un long terme, je pense d'ici 1 an, 2 ans, on puisse créer quelque chose de plus solide, qui a été donc les résultats d'un accord. Il y a une coordination qui est exhaustive, mais qui prend quand même beaucoup de temps parce que les secteurs ils ont chacun des intérêts qui sont différents. Mais qu'on puisse arriver à un moment donné à intégrer toutes ces sources de données qui sont exploitées donc séparément et les intégrer dans un seul endroit. Donc, je pense que la coordination et donc la mise en place des espaces, des partages d'expériences et des partages des données en général est très important. Et sinon aussi l'exploration des nouvelles méthodologies, donc par rapport aux enquêtes par exemple. Il y a quelque chose qu'on essaye de faire, c'est de voir, on sait bien qu'avec l'enquête qu'on fait en Facebook en ce moment, il y a un biais de sélection parce qu'il y a déjà il y a une partie de la population qui ne fait pas partie des réseaux sociaux. Des gens qui ont plus de 50 ans, 65 ans, évidemment, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire un échantillon qui est beaucoup plus réduit, sur place, avec des enquêtes sur place, d'essayer de mesurer dans quelle mesure il y a une différence entre ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et ce qu'on trouve sur place, et utiliser ces différences pour que par la suite, on puisse faire seulement les enquêtes sur Facebook et on puisse corriger les résultats avec ce qu'on a trouvé sur place. Donc ça, c'est une autre façon de combiner les deux méthodes. Donc c'est des pilotes, c'est des explorations, mais je pense que ça vaut la peine d'investir là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup, Santiago. Inoussa, vous écoutez nos deux statisticiens réfléchir aux perspectives de combinaison de leur méthode. Vous, en tant qu'utilisateur de données, quelles sont vos perspectives justement sur ce travail des statisticiens et sur les grands enjeux de la statistique aussi? Oui. Non, je pense que c'est tout à fait intéressant. Et moi, je pense que les statisticiens officiels ou il n'est pas dit traditionnels gagnerait effectivement à tout de suite anticiper, se mettre à jour pour justement pouvoir compléter toutes les analyses qui sont faites aujourd'hui et toutes les possibilités qu'on a avec des outils comme le machine learning, l'apprentissage automatique et jusqu'à l'IA, parce que ça donne des perspectives plus poussées d'analyser les phénomènes. Et en tant qu'utilisateur, nous avons souvent besoin justement de preuves concrètes sur certains phénomènes qui sont étudiés. Donc, lorsqu'on formule un projet, le souhait, c'est que on fasse la bonne formulation et que l'implémentation de ce projet puisse apporter en fait des impacts qui soient significatifs et qui améliorent justement le bien-être des populations. Et aujourd'hui, justement, je pense que la statistique telle qu'on la connaît, en ajoutant justement le potentiel de tout ce qu'on a comme outils Big Data ou IA, devrait justement apporter un plus significatif
à tout ce travail que nous faisons, parce que les décideurs publics, justement, sont souvent dans des contraintes assez complexes. Et donc, les outils, les statisticiens, les outils des informaticiens qui sont calés sur les questions de Big Data, aujourd'hui, moi, je vois plutôt des perspectives très intéressantes. Bien entendu, il faut aussi s'interroger sur d'autres dimensions, telles que les questions éthiques que cela peut poser. Donc, c'est des aspects à ne pas occulter, mais cela ne doit pas nous effrayer et nous rendre sceptiques, parce que moi, je pense plutôt que les avantages sont nettement plus importants. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour ce tour cette table ronde. Donc maintenant, je vais ouvrir les questions au niveau du public. Donc, si vous avez des questions, levez la main. S'il vous plaît, précisez qui vous êtes et aussi à quel panéliste votre question s'adresse. Tu veux commencer, Karen ? Donc, je suis Ça marche ? Ouais. Karen Ifra, je suis évaluatrice d'une organisation qui s'appelle Parisien Luxembourg. Donc, en fait, la question que j'aimerais te poser, c'est plus une remarque. C'est-à-dire l'opposition qu'il y a entre les deux, le statisticien qu'on dit traditionnel et puis le jeune qui vient sur les big data. Moi, j'ai plus envie de dire que la méthodologie avant l'automatisation est primordiale, en fait. Donc, le statisticien du Statec va appliquer des méthodes de recueil, exhaustives, de traitement, d'analyse des données qui sont... Donc, moi, ce qui me gêne, par exemple, toute l'informatisation pour pouvoir collecter de manière plus facile, plus automatique les données. Par rapport au traitement, je me demande si je suis très sceptique par rapport au traitement des données, analyse et traitement des données à travers l'utilisation de l'IA. Parce que l'IA, c'est des algorithmes qu'on ne contrôle pas, qui se forment. Donc, elle est où la méthodologie, en fait ? Quelle est la méthode qui guide l'analyse et le traitement de données ? Voilà, c'est un peu cette question que je me pose, c'est-à-dire notre posture méthodologique pour recueillir, traiter, en utilisant l'avance des nouvelles technologies. Merci Karen. Alors, je dois préciser que l'idée de ce panel, c'était justement de ne pas mettre en opposition statistique officiel et big data, mais justement proposer ce regard croisé et voir comment, en les combinant, on pouvait enrichir la production statistique. Mais peut-être qu'il y a une réaction au propos de Karen ? Moi, je peux commencer, puis je pense que Christophe aura aussi beaucoup à dire. Ça va clairement dans le sens de ma réponse sur le rôle du statisticien et pourquoi le statisticien ne va pas disparaître. C'est qu'ici, quand on essaye de confronter méthodes d'enquête traditionnelles et données massives, on change en fait juste le système de collecte. Mais on ne change pas tout le processus qui est avant et qui est, je vais dire, après. Donc, les phases d'évaluation de la qualité des données, ça doit aussi se faire avec des données massives. Le traitement, ça doit bien sûr se faire. Retirer l'information pertinente, créer le narratif, comme je disais dans mon exposé, tout ça, c'est des choses qui vont se maintenir. Et c'est pour ça, je vois vraiment que les données massives vont intégrer le travail du statisticien juste comme un outil supplémentaire
qu'il va probablement pas remplacer, à part le contre-exemple que j'ai donné, mais c'est juste un outil en plus qui va peut-être probablement pouvoir cibler une population qu'on n'avait pas à travers les enquêtes. Mais tout le processus d'établissement de la statistique, pour moi, doit rester. Oui, c'est dans le même sens, c'est ce qu'il dit Olivier. Je pense il n'existait pas cette contradiction entre ces des méthodes. En soi, c'est la même chose. C'est seulement un outil additionnel qui vient s'ajouter et qu'on est en train d'incorporer. Et dans ce sens-là, je pense qu'il vous parlez des méthodologies, je pense qu'il faut être aussi flexible pour qu'ils puissent être intégrés. Je pense qu'il y a une espèce de phase de transition dans lesquelles on est en train d'adapter toutes ces nouvelles méthodes. Oui, je pense que c'est essentiellement ça. Mais juste sur l'IA, par exemple. Euh, L'utilisation de l'IA pour le traitement des données. Je pense qu'il y a certainement des problématiques. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Comment on entraîne ces données, quels sont les types d'algorithmes qui sont derrière. Donc, je pense qu'on n'est pas à les stades qu'on puisse intégrer directement l'intelligence artificielle dans les méthodes statistiques. D'ailleurs, en France, lorsqu'une entreprise, par exemple une banque, fait un algorithme de prédiction, il faut qu'elle soit capable de démontrer comment ça marche. Donc, de vous dire, OK, j'utilise ces paramètres et il est pondéré de cette façon-là. Et je pense que c'est un bon procédé parce que dans quelle mesure on peut se détacher du processus de décision et laisser tout à une machine. Donc, il faut avoir un certain contrôle. Mais je pense qu'il y aura certainement d'évolution dans ces domaines et je pense que si bien que pour l'instant c'est une espèce de boîte noire, on commence à la comprendre mieux et à l'intégrer donc dans les processus de décision, mais en sachant qu'il faut être toujours prudent. Alors, sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas d'exemple pour la partie évaluation. Mais par contre, je peux vous donner une expérience du Luxembourg, comment on a utilisé l'intelligence artificielle pour faire une tâche de préparation de nos statistiques. Toutes les entreprises, pour rentrer dans la comptabilité nationale, doivent avoir une branche d'activité qui lui soit attribuée. Et donc ça demande, dans les instituts statistiques traditionnels, il y a une équipe habituellement de 5-10 personnes qui, en fait, quand il y a une nouvelle entreprise qui arrive, analyse tout le rapport de création de l'entreprise et en fonction des activités qui sont renseignées dans ces rapports, vont classer l'activité principale, l'activité secondaire de l'entreprise. Au Statex, ce qu'on nous avait fait, c'est que nous avons développé un algorithme, nous l'avons entraîné, et sur base de la majorité des rapports de constitution d'entreprises existantes, pour que automatiquement l'attribution de l'ANAS de l'activité principale et de l'activité secondaire soit établie. Et on a obtenu des résultats qui sont relativement bons dans le sens que l'intelligence artificielle réussit à 90% le classement que l'équipe aurait fait. Donc ça veut dire que l'équipe restante doit juste se focaliser sur les cas problématiques et donc ça c'est un gain de temps et ça évite une opération quand même fastidieuse. Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Comment. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. C'est pour la vidéo parce que c'est pour l'enregistrement. Voilà, merci. Moi, c'est Ali Ndiaye. Je suis magistrat à la Cour des comptes du Sénégal. Alors, ma question s'adresse peut-être à tous les trois. C'est par rapport à la statistique officielle. Je vous pose la question de savoir est-ce qu'elle présente toujours cette garantie de fiabilité qui fait qu'elle peut être
consommées ou en tout cas utilisées de façon systématique par l'évaluateur. Parce que tout à l'heure, le docteur Olivier parlait du comité qui a été mis en place pour la sélection des indicateurs des ODD au Luxembourg. Et il nous a dit que le dispositif a été mis en place et puis en prenant des précautions, de sorte que la main du politique ne puisse pas biaiser en tout cas le processus. Et ma question est de savoir, est-ce que la statistique officielle peut effectivement s'affranchir des risques de manipulation du politique partout? Merci. Est-ce qu'il y a... Encore un sujet très, très intéressant. Alors, effectivement, cette question s'applique, et dans l'exemple que j'ai donné, c'est sur le pouvoir politique, le pouvoir gouvernemental, qu'on a voulu éviter qu'il ne manipule la statistique publique. Mais je pense que ça s'applique aussi autre part, et on n'en a pas parlé, ça s'applique aux données massives également. Parce que si la statistique officielle ne prend pas le sujet des données massives, ça va être pris par les data scientists qui font partie d'entreprises privées et qui peuvent, et c'est tout à fait possible statistiquement, sortir une information qui est orientée pour la société qui va leur confier la mission. Ça, c'est connu de longue date, ce n'est pas juste lié aux données massives, mais je pense que ce risque-là est plus grand puisque les données massives, majoritairement, sont produites par des sociétés privées. Donc on peut se poser la question, comment les analyses de ces données faites par les data scientists de ces sociétés ne vont pas essayer de produire une statistique, on va essayer de dire comme une statistique officielle, et que le politique va se saisir de cette information-là en se disant mais ce sont des données massives, donc les critères d'exhaustivité sont remplis, donc les critères de représentativité, les critères de précision sont là aussi. Et donc là, on arrive à la question de la garantie de la fiabilité, où effectivement le statisticien applique toute une série de critères pour garantir que la donnée est de qualité, et il est dans les missions des instituts statistiques qui sont bien souvent dans la plupart des pays des animateurs du système statistique national, de définir si la statistique qui est produite par un organisme, qu'il soit public ou pas, peut intégrer la sphère de la statistique publique, de la statistique officielle, pardon, et donc, de facto, être utilisée par le gouvernement. Donc ça, c'est un peu peut-être une recommandation qu'on peut faire au gouvernement, c'est qu'il faut utiliser des statistiques, non pas la première qu'on va trouver sur Internet ou celle qu'un lobby peut nous amener, mais il faut uniquement utiliser des statistiques qui vont être validées par le système statistique national sur base de toute une série de critères. Juste pour développer un peu plus sur ces points, nous on travaille sur un projet, bon, je l'ai déjà mentionné, Open Algorithms. En fait, l'idée c'est de un peu faire cette pont entre les besoins qui existent dans le secteur privé et donc les données ou les ressources qui sont dans le secteur privé. Et d'ailleurs, on a un cas d'usage en Sénégal avec Sonatel, dans lequel on a mis en place un serveur qui était complètement contrôlé de notre côté et dans lequel on a mis en place un algorithme. Donc en fait, nous, on ne demandait pas les données, donc, ce sont des données d'ailleurs qui sont données confidentielles, donc il y a des risques de privacité,
mais on demandait que les données soient processées dans cette serveur avec cet algorithme pour produire cette statistique. Donc je pense que ça, c'est un moyen de garder la main sur ce qui est produit, mais aussi en même temps en faisant de garder ce compromis entre OK, on va chercher ce qui existe dans les secteurs privés, mais en ayant un contrôle sur la qualité et la méthodologie qu'on applique. Oui, peut-être juste un complément aussi. Pour ce qui est par exemple du Burkina Faso, en tout cas, je sais que il y a l'Institut national de la statistique et de la démographie qui est une source de référence en fait. Donc, très souvent, on peut assister à des débats sur des chiffres, mais généralement, quand c'est eux qui publient, voilà, il y a cette garantie de fiabilité et du fait que c'est l'Institut national, c'est des sources officielles. Voilà, je vous donne un exemple. Et on a, nous sommes un pays en crise, donc il y a par exemple des populations qui sont déplacées. Donc régulièrement, les statistiques sur le nombre de déplacés internes est publiées. Donc il y a plusieurs personnes qui produisent ces statistiques-là. Voilà. Donc, mais généralement, quand c'est l'Institut national qui les publie, donc c'est ça qui fait foi. Voilà. Donc, mais sur Internet, on peut trouver plusieurs chiffres fantaisistes qui existent. Voilà. Mais en tout cas, jusque-là, c'est des instituts qui sont fiables, qui sont généralement aussi indépendants, en fait. Donc, il n'y a pas d'immixtion, en fait, des pouvoirs politiques dans le travail qui est fait. Donc, c'est des gens qui sont suffisamment indépendants pour travailler et produire en fait des données qui peuvent être utilisées par tout le monde. Et les gens, quand il y a un débat, en fait, on se réfère à ces sources officielles-là. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions du côté de... Oui. Merci. Une remarque. Déjà, juste sur le mot Big Data. Alors moi, je suis Frédéric Kessner, je ne suis pas dans l'évaluation, mais je suis un business analyst, un spécialiste de la digitalisation. Sur les mots Big Data et IA, il y a beaucoup de fantasmes. Donc, c'est très connoté comme mot. Il suffit qu'on dise IA et tout le monde s'imagine que c'est Alphaville. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais c'est loin d'avoir l'impact que l'utilisateur lambda imagine. Moi, je voulais parler de la collecte, un système que vous connaissez bien en Europe, puisqu'à 300 mètres d'ici, au-dessus d'Auchan, il y a Eurostat, et depuis maintenant 2008, il y a le système EDAMIS, donc tous les pays membres européens, dans tous les domaines, ont un calendrier de transmission de leurs données statistiques nationales qui permet en fait à Eurostat de reproduire de la statistique au niveau européen et souvent de la statistique comparée, ce que ne font pas les instituts nationaux. Et il y a un point qui vous unit quand même, c'est le schéma. C'est-à-dire qu'on parle tous de données, comme s'il y avait une donnée unique, l'âge de la personne, mais en fait, ce n'est pas une donnée unique qu'on va collecter, c'est un ensemble de données structurées par rapport à un objectif. Et dans le process de collecte, en fait, ce qui est important dans le cadre d'EDAMIS, moi j'étais au support SDMX, vous connaissez bien, c'est qu'en fait, on va valider un DSD, un Data Definition, donc un schéma XML qui va en fait être un filtre dans lequel on va permettre de garantir pour l'ensemble des pays qui envoient que ce qu'ils envoient, eh ben, c'est structuré de la même manière. Ça veut dire que d'emblée, ce qu'on va collecter de manière brute, bon ben, les pays s'accordent en fait sur ce qu'ils vont envoyer. Et ça, c'est la base. C'est en fait la base de la transparence. Parce que ce qui change en fait aujourd'hui, c'est l'accélération du temps. Parce que le statisticien ancien, il avait le temps de collecter, il avait le temps de faire son analyse, et maintenant, c'est pareil dans tous les process informatiques, on arrive quasiment à du temps réel, et donc il faut s'adapter. C'est pour ça que les outils sont utiles, mais je pense qu'il y a toujours énormément de contrôle. Donc ces schémas, la garantie que ce soit de votre côté, dans la collecte de Big Data, d'arriver à passer ces données que vous recevez à travers des schémas,
et de transparence, de dire, voilà, j'ai fait un algorithme, mais en fait, il y a 10 étapes. La première étape, c'est ça. J'ai pris telle donnée, je l'ai transformée comme ça, je l'ai pris telle donnée. C'est ce qu'on fait à Eurostat. C'est qu'une fois qu'on collecte, les instituts ont les données brutes, puis après, on les confidentialise. Pour pouvoir publier sur le site d'Eurostat, certaines données sont transformées pour ne pas identifier les véritables codes, pour avoir quelque chose de vraisemblable, mais qui n'est pas véritable. Parce que bien sûr, il ne faut pas révéler certains secrets d'affaires ou des choses comme ça. Donc il y a une expérience, une expertise qui est ici en Europe qui pourrait, alors bien sûr elle coûte cher, le système européen coûte très cher, mais qui pourrait au moins servir de base sur ce qui pourrait être un processus commun qui pourrait commencer à faire la paix entre les informaticiens de talent, comme jeune homme là, qui fait beaucoup de choses avec beaucoup de talent, et je dirais, excusez-moi, les vieux roublards de la statistique qui ont des heures de vol dans le traitement des données. Il y en a des jeunes aussi. Il y a des jeunes aussi. Merci. Est-ce qu'il y a encore des réactions, des questions provenant du public? Non? Mais vous m'offrez une très belle transition, parce que justement, la dernière question que je voulais adresser à nos panélistes, c'était justement de peut-être nous faire des recommandations pour voir et se projeter, pour voir voilà, comment on peut, statistiques officielles, données massives, mieux répondre aux besoins en statistique du suivi et de l'évaluation des politiques publiques et des ODD. Donc là, pour cet échange, je propose de commencer par l'utilisateur, comme il a toujours eu le dernier mot. Donc Inoussa, si tu veux peut-être nous faire une recommandation sur voilà, quelles sont nos perspectives, comment pouvons-nous améliorer nos perspectives. En termes de recommandations, en fait, c'est de garantir en fait de bonnes politiques de données ouvertes, parce que malheureusement, comme je le disais dans ma présentation, il y a beaucoup de données, d'informations qui sont produites dans nos pays, dans les administrations publiques et privées, mais tant qu'on n'a pas en fait une bonne politique de données ouvertes, tout ça est une mine d'informations qui ne peut pas être bien utilisée. Et Santiago parlait qu'ils ont accompagné certains pays à mettre en place des stratégies pour les données. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et aujourd'hui, on est tous unanimes que la donnée est devenue une denrée aussi précieuse que le pétrole. Donc, il est important justement de pouvoir valoriser, monétiser et surtout utiliser ces données pour une meilleure évaluation des politiques publiques pour ce qui me concerne. Et enfin, je dirais aussi, en fait, il faut promouvoir en fait l'interdisciplinarité, justement entre statisticiens, informaticiens, économistes, économètres, et les chercheurs et tout ça. Donc, je pense que s'il y a une bonne intelligence de travail collaboratif, toutes les craintes et en tout cas tout ce qu'on peut avoir comme appréhension peut être aplani aussi bien sur les aspects méthodologiques que sur les aspects éthiques et permettre justement d'avoir en fait plus de résultats intéressants avec toutes ces technologies qui sont à notre disposition. Donc voilà quelques pistes. Merci. Moi, je dirais que ce qui est essentiel, c'est d'établir un dialogue, déjà, comme partir à la même base, et la coordination. Je pense que lorsqu'on produit une nouvelle statistique, il y a une série d'acteurs innombrables qui en font partie, qui sont impliqués. Il faut tenir en compte tous ces acteurs. Et je pense que c'est donc un accompagnement de ces acteurs vers des nouvelles méthodes, des nouvelles transitions. Donc c'est une coordination, une recherche qui doivent aller de la main, où il y a ensemble tous les acteurs qui sont concernés par cette transition. Alors, moi, j'aurais une recommandation
Parce que j'ai l'impression qu'ici, comme Christophe disait, on est dans un monde, ici une conférence où on est tous convaincus que les données sont une ressource et que le pouvoir politique, les décideurs doivent se baser sur la donnée pour prendre leurs décisions, et ça nous semble une évidence. Mais c'est aussi parce qu'on est dans notre monde de statisticiens, d'utilisateurs de données. Il faut aussi regarder à l'extérieur. Et à l'extérieur, je vois qu'il y a d'autres mondes qui existent et qui n'ont pas la même vision. Donc, une recommandation, c'est qu'aussi bien les utilisateurs que les producteurs de statistiques doivent aussi être didactiques sur ce qu'ils font et essayer d'établir une culture statistique pour les utilisateurs, que ce soit les jeunes, les ménages, les entreprises, d'autres décideurs. Il faut continuellement expliquer ce qu'est la statistique, ce qu'est une statistique officielle par rapport à une statistique produite par un lobby, expliquer le travail de vérification de la qualité, le travail du processus de calcul. Donc c'est ce que j'englobe sous la culture statistique. Il faut faire la promotion de la culture statistique au plus grand nombre et toujours en faire plus. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ce panel. Donc, si je devais utiliser quelques mots pour résumer ces recommandations, ce serait dialogue. Alors, je ne connais pas le terme en français, mais statistical literacy pour tout le monde. Si quelqu'un peut me traduire ça en français. En tout cas, voilà. Promotion de la culture statistique, promotion de la culture de l'évaluation également. Et encore un grand merci à vous trois, et aussi à Christophe qui n'a pas pu être avec nous, mais pour la préparation de ce panel. Merci à vous d'être restés, d'avoir participé à ce panel. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour applaudir encore nos trois panélistes et les remercier.